Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous avions évoqué en mars dernier les difficultés du Congrès à voter les budgets des États-Unis pour 2025 avec le retour d'un possible shutdown, c'est-à-dire la fermeture des institutions fédérales lorsque leur budget de fonctionnement n'est pas voté. Ce shutdown avait été évité de justesse grâce à la prolongation du budget précédent, ce qu'on appelle une Continuing Resolution. Malgré cela, un budget doit quand même être voté pour 2025 et les débats ont repris à la Chambre et au Sénat et ça se passe mal. Et ça c'est bizarre parce que les élus républicains ont la majorité dans les deux chambres et ces mêmes républicains semblent être véritablement sous l'emprise de Trump. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tant de difficultés à voter ainsi un texte budgétaire proposé par la Maison-Blanche, un texte, il faut le rappeler, que Trump appelle le One Big Beautiful Bill. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe, Laurence ? Oui, je vais demander tout de suite pardon à nos auditeurs parce que je vais commencer par revenir au calendrier de l'adoption du budget aux États-Unis, ce qui est quand même un tout petit peu aride. Aux États-Unis, l'année budgétaire, qu'on appelle aussi l'année fiscale, dure du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous enregistrons le 21 mai, nous sommes au milieu de l'année fiscale 2025 qui a donc commencé le 1er octobre 2024, si vous me suivez, et qui va durer jusqu'au 30 septembre prochain 2025. En règle générale, les négociations budgétaires pour une année donnée commencent au printemps de l'année précédente. Mais il y a très souvent des retards. Pour cette année 2025, les négociations auraient dû commencer au printemps 2024, mais on était en pleine campagne présidentielle et toutes les discussions étaient bloquées au Congrès. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au 1er octobre 2024 quand l'année fiscale a commencé ? Eh bien, les élus ont passé ce que vous avez nommé des Continuing Resolutions. Il y en a eu plusieurs. Pour autoriser les dépenses fédérales, on est resté au niveau du budget précédent, donc celui de l'année 2024. La dernière Continuing Resolution, c'était en mars, et elle a réautorisé des financements fédéraux jusqu'au 30 septembre prochain. Alors on est tranquille pour quelques mois, et ça permet d'examiner la tête froide, le budget 2025. Un budget qui, si j'ai bien compris Laurence, s'appliquera donc rétroactivement pour l'année fiscale 2025. Où en sommes-nous ? Eh bien, la Chambre et le Sénat examinent des textes qui sont un petit peu différents sur la base du One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Côté Chambre des représentants, un texte a été accepté par la commission budgétaire il y a quelques jours, dimanche 18 mai au soir, après pas mal de péripéties dont je vous fais grâce la semaine dernière. L'objectif maintenant du speaker de la Chambre, Mike Johnson, mais on va voir, c'est tout à fait illusoire, c'est de faire voter ce texte par la Chambre réunie en plénière avant lundi prochain, le 26 mai, lundi prochain qui est férié, c'est Memorial Day aux États-Unis. Ce qu'il compte faire après, c'est envoyer ce texte au Sénat pour qu'il soit voté, mais alors attention, avec une procédure de réconciliation pour éviter que le Sénat soit obligé de voter ce texte avec cette supermajorité de 60 voix qu'on appelle, Romain, le filibuster qui ne cesse de revenir avec sa tête hideuse dans ce podcast. En effet, et la procédure de réconciliation permettrait au Sénat de le voter à la majorité simple. Après quoi, il ne resterait plus au président Trump qu'à signer ce texte pour qu'il soit adopté définitivement. Ouf, ça serait le calendrier idéal pour les républicains, mais revenons au fond. Cette loi, ce One Big Beautiful Bill dont parle Trump, de quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un vaste projet de loi qui a donc été rendu public par la Maison-Blanche fin avril, début mai, et qui regroupe de très nombreux aspects. Alors, je les ai regroupés en 4 points. Allons-y si vous voulez. Le premier, c'est tout bonnement de reprendre les réductions fiscales qui étaient prévues dans la loi déjà adoptée sous Trump en 2017. On pense que toutes ces réductions, à elles seules, elles coûteraient déjà 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Deuxième point, Trump souhaite ajouter à cela de nouvelles exemptions fiscales qui correspondent pour l'essentiel à des promesses de campagne qu'il a faites. La suppression de la taxation sur les pourboires, sur les heures supplémentaires et sur une partie des pensions de retraite. Troisièmement, l'augmentation de certaines dépenses, notamment pour tout ce qui est défense et pour le contrôle de la frontière sud, c'est-à-dire la frontière avec le Mexique. On est là tout à fait dans l'idéologie anti-immigration de Donald Trump.
Tout ça, ça coûte très cher. J'imagine qu'il y a aussi des réductions de dépenses prévues. Absolument. En contrepartie de tout cela, le One Big Beautiful Bill prévoit la réduction de la couverture Medicaid, c'est-à-dire l'assurance santé pour les plus pauvres, réduction aussi des programmes SNAP, alors ça c'est l'aide alimentaire, également pour les plus vulnérables aux États-Unis, et puis la suppression des avantages fiscaux prévus par l'Inflation Reduction Act, donc la grande loi de Biden, en ce qui concerne l'énergie verte. Donc, ce qui est visé avec ça, c'est d'une part les intérêts environnementaux du pays et les plus vulnérables du pays. Ça m'a vraiment fait penser à Jean Gabin dans La Traversée de Paris quand il parle des salauds de pauvres. Ceci posé, quand on regarde la présentation de ce projet de budget sur le site de la Maison-Blanche ces jours-ci, on voit une présentation extrêmement laudatrice avec plein de majuscules et de points d'exclamation. Ouais, on n'est pas très étonné. Mais venons-en aux questions difficiles. Quelle est la réception de ce texte et pourquoi semble-t-il coincé auprès des Trumpistes ? On se doute que les démocrates sont contre ce projet de budget, mais vous avez raison, on rencontre aussi plusieurs types d'opposition chez les républicains, des oppositions qui sont d'ailleurs incompatibles entre elles. La principale contestation, elle vient des conservateurs fiscaux qui s'effrayent des dépenses prévues dans le budget et du manque d'économie crédible. On a parlé de 4 000 milliards de dollars pour la simple reconduite des mesures de 2017. Je vous rappelle que la dette fédérale cumulée des États-Unis aujourd'hui, au mois de mai 2025, c'est 36 000 milliards de dollars. Et ça, c'est plus de 125% du PIB américain. Pour mémoire, la France, qui a aussi un énorme problème de dette, une des 3 plus élevées en Europe, a une dette publique qui, elle, est à 114% du PIB ou 115% du PIB. On est effectivement en face d'une dette très très importante aux États-Unis. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces conservateurs fiscaux, qui étaient très traditionnels dans le Parti républicain jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on les trouve dans le Freedom Caucus, notamment, qui est ce groupe d'élus extrêmement trumpistes. Donc, il y a quand même une opposition importante pour lui au sein de son propre camp. Et alors, quels sont les autres opposants républicains ? Ici, on est peut-être un peu moins dans l'idéologie. On a 3 situations différentes qui concernent des élus républicains, en quelque sorte prisonniers des intérêts de leurs électeurs dans leur circonscription. Le premier cas, c'est celui des élus républicains venus de districts de circonscriptions modérés, notamment dans l'État de New York et en Californie. Dans ces États, il y a beaucoup d'électeurs qui dépendent de Medicaid. Ils veulent donc surtout pas qu'on touche à ce programme et leurs représentants à la Chambre et au Sénat transmettent cette volonté. Ce qu'il faut voir et qui est vraiment intéressant, c'est que sur le site de la Maison-Blanche, Trump explique que la réduction du budget du système Medicaid va se faire par 2 moyens principaux. D'une part, on va radier 1,4 million d'illégaux du système. Ce sont des personnes qui aujourd'hui sont protégées par Medicaid et qui ne le seront plus. Et puis, deuxièmement, le remboursement des procédures de transition de genre pour les mineurs va être supprimé. Et donc, au final, Trump conclut que les Américains normaux, entre guillemets, continueront à bénéficier de Medicaid sans aucun problème. Bon, on peut douter de tout cela parce que les discussions à la Chambre portent sur d'autres types de réductions du système Medicaid qui vont toucher tous les Américains. Oui, il est assez peu vraisemblable, effectivement, que la cessation des remboursements de transition de genre pour mineurs suffise à faire des économies substantielles. Mais vous parliez de 2 autres oppositions de représentants un petit peu prisonniers, comme vous le disiez, de leurs électeurs. On a dit tout à l'heure que dans le projet de Trump, les allègements fiscaux hérités de l'Inflation Reduction Act et liés à la transition énergétique allaient être peut-être supprimés. Or, on sait que certains États conservateurs ont énormément bénéficié de ces allègements fiscaux. Par exemple, en Arizona, une entreprise de véhicules électriques, Lucid Motors, a agrandi son usine sur la base de ces avantages fiscaux. Tous les élus de cette région, y compris les républicains, donc, souhaitent préserver les mesures de l'Inflation Reduction Act. Et puis, dernier cas, la réforme fiscale de 2017 avait instauré une déduction fiscale de 10 000 $ max sur le montant des taxes locales que les ménages américains pouvaient appliquer sur leur déclaration fédérale. Le projet de loi de Trump prévoit de tripler ce plafond. Donc, on passerait de 10 000 à 30 000 $ de réduction fiscale. Et là, c'est très compliqué parce que la plupart des élus républicains sont contre cette mesure parce que ce serait d'abord une perte nette pour le fisc fédéral et puis en plus, ça bénéficierait principalement aux États démocrates qui sont
assez riches et qui ont une forte fiscalité locale, par exemple le New Jersey. Mais les élus républicains de ces États démocrates, et donc notamment le New Jersey, sont pour parce qu'ils veulent avantager leurs électeurs. Comment ça va se jouer tout ça ? Eh bien, les débats vont certainement prendre un petit peu de temps. Le speaker de la Chambre, Mike Johnson, et le chef de la majorité au Sénat, John Thune, vont avoir beaucoup de mal, d'autant plus qu'ils ont chacun une majorité très fine. C'est 218 républicains contre 215 démocrates à la Chambre et 53 républicains contre 47 démocrates au Sénat. Bon, donc ça va être les marchandages politiciens à gogo, non ? Oui, bien sûr, mais je crois qu'on peut tirer des conclusions un peu plus larges de tout cela ces jours-ci. D'abord, il y a une dynamique politique qui est quand même assez intéressante. Lorsqu'ils sont en groupe et lorsque leur réélection est en jeu, on voit que les élus républicains, même trumpistes, peuvent tenir tête au président, et notamment les élus républicains venant d'États à majorité démocrate, ou en tout cas d'États modérés. Et puis, deuxième conclusion, peut-être encore plus importante, depuis Ronald Reagan, on a vu que les présidents, aussi bien républicains que démocrates, avaient du mal à cadrer la dérive des dépenses fédérales, de la dette fédérale. Les premiers, les républicains, veulent toujours réduire les impôts, mais ils dépensent aussi beaucoup, par exemple, sur la défense. Les seconds, les démocrates, engagent des dépenses fédérales énormes, comme on l'a vu notamment sous Biden. Les actions disruptives d'Elon Musk, qui, entre parenthèses, a totalement disparu des écrans radars depuis quelques semaines, n'ont apparemment pas du tout réussi à entraver cet état de fait, ces dépenses fédérales sans fin. Vous avez certainement noté, Romain, que vendredi dernier, le 16 mai, l'agence financière Moody a été la 3e à abaisser la note des États-Unis, qui n'est donc plus à AAA, aussi bien pour Moody, pour Standard & Poor's et pour Fitch. Oui, finalement, c'est peut-être ces signaux de marché qui vont entraver la course folle de Trump, plus que la résistance de ses élus, fussent-ils les élus républicains. Merci Laurence, en tout cas, pour cet éclairage détaillé du système budgétaire américain, et à vendredi pour Le Monde devant soi. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.